permettre, chers collègues, honorable assistance, j'ai l'honneur de vous présenter les travaux dont l'intitulé est Recherche d'antifongiques à partir d'actinomycètes isolés d'écosystèmes extrêmes. Ce travail a été réalisé au sein du laboratoire de génie microbiologique et application à l'Université de Constantine. Les champignons microscopiques sont responsables de diverses détériorations dans les domaines alimentaires, agricoles et industriels. Pour limiter la prolifération des contaminations fongiques, on fait appel généralement à des antibiotiques, et notamment de nouvelles molécules, vu la grande dissémination de la résistance des espèces fongiques aux antibiotiques. Pour cela, de nombreux micro-organismes producteurs d'antibiotiques peuvent être exploités. Nous nous sommes concentrés sur les actinomycètes, parce que ces bactéries à majorité filamenteuse et à grains positifs représentent la principale source d'antibiotiques naturels connus. L'objectif de notre travail, c'est donc la recherche d'antifongiques à partir d'actinomycètes isolés d'un écosystème extrême qui est la SPRA. Pour cela, on commence par isoler les micro-organismes producteurs, donc les actinomycètes, puis on passe au test déterminant l'activité antifongique de chaque souche isolée. Dans la partie pratique, on commence par l'isolement des actinomycètes. Donc, pour effectuer les prélèvements, il y a deux échantillons d'eau qui sont prélevés à partir de deux tables carrées différentes de la SPRA. Il y a l'échantillon de terre qui est prélevé à partir du sol environnant dépourvu de végétation. Bien sûr, tout ça est réalisé dans des conditions d'asepsie rigoureuses. Le pH des différents échantillons est mesuré dès l'arrivée au laboratoire. Au laboratoire, environ 2 grammes d'échantillons de sol sont dilués d'environ 18 litres d'eau physiologique pour passer aux différentes dilutions qui vont servir à ensemencer 4 milieux de compositions différentes. Tous les milieux sont additionnés de 0,5% NaCl, à l'exception du milieu M1 qui est préparé à base d'eau de SPRA. Bien sûr, après incubation et purification, les souches d'actinomycètes isolées sont conservées. Pour rechercher l'activité antifongique des souches isolées, on fait appel à une technique de diffusion sur gélose qu'on appelle la technique des cylindres d'Agar. Cette technique consiste à déposer des cylindres de culture d'actinomycètes de 14 jours sur la surface d'un milieu savoureux faiblement gélosé ensemencé par un des micro-organismes test suivants. Cette étude se fait en 2 étapes. La première étape, donc, c'est l'étude de l'activité antifongique sur 2 milieux de culture différents, GBA et SP2 additionnels à NaCl. La deuxième étape, donc, consiste à sélectionner la souche la plus performante et l'étudier sur 5 milieux de culture différents. Les résultats donc, de la partie d'isolement réunis dans ce tableau montrent l'apparition d'un total de 42 types de colonies bactériennes sur l'ensemble des milieux de culture et des échantillons exploités. 5 souches seulement présentaient un aspect microscopique caractéristique des actinomycètes. 3 souches sont apparues sur le milieu M2 à partir de l'échantillon E1. La quatrième est apparue sur le milieu M3 à partir du même échantillon. La 5e souche est apparue sur le milieu M4 à partir de l'échantillon de sol. Le milieu M1 préparé à base d'eau de SPRA n'a donné aucune colonie d'actinomycètes. La performance du milieu M2 s'expliquerait par la présence dans ce milieu d'amidon et de caséine qui favorise la croissance des actinomycètes préférentiellement aux autres bactéries, ce qui facilite la récupération à partir des milieux naturels. Le milieu M4 donc, contenant des substrats complexes et le milieu M3 contenant l'extrait de levure comme seule source de carbone et d'énergie se sont montrés moins efficaces. Les résultats négatifs obtenus avec le milieu M1 peuvent être expliqués par des interactions entre les ingrédients du milieu de culture et les constituants d'eau de SPRA. En ce qui concerne les résultats de la mise en évidence des activités antifongiques, ça a donné dans la première étape, les résultats sont réunis dans ce tableau, ça a donné l'apparition de 3 souches actives, 3 souches actives qui présentent des activités antifongiques. La souche codée A1 contre les levures, la souche codée A4 contre les levures et les champignons filamenteux, et la souche codée A5 contre les moisissures ou bien les champignons filamenteux.
Ces résultats montrent également que le milieu GBA favorise l'activité des souches A1 et A5, alors que le milieu ISP2 additionné d'un ACN favorise l'activité de la souche A4. Ces résultats nous ont conduit à choisir la souche A4 comme étant la souche la plus performante. L'activité de cette souche donc a été confirmée dans la deuxième étape d'étude sur les levures et les champignons filamenteux et sur tous les milieux testés. Donc, sur le milieu GBAF contre un seul micro-organisme test, sur le milieu synthétique contre 2 micro-organismes test et sur les milieux BNAT-SC contre les 3 micro-organismes test. Donc, ces résultats nous conduisent aussi à choisir ces deux milieux comme étant les meilleurs milieux de production de substances bioactives. Donc, pour conclure, on peut dire que la CEPRA est un milieu très intéressant renfermant des souches d'actinomycète doux et d'activité antifongique. Il est important de signaler que le choix du milieu d'isolement est d'une grande importance. Il est de même pour le choix du milieu de production d'antibiotiques, sans oublier l'importance de la souche A4 qui doit être très bien étudiée et exploitée. Les perspectives de recherche consisteraient donc à commencer par une étude préliminaire des activités antifongiques des souches isolées, puis passer aux étapes d'extraction et d'identification des molécules bioactives dans le but de découvrir de nouvelles molécules, sans oublier bien sûr d'identifier la souche la plus performante qui est la souche codée A4. Voilà. Merci de votre attention. Alors, je demande à Mlle Leila Amorache de présenter une communication, production de la dextrasaccharase par trois souches de reconnaissance. Madame et Monsieur le Président, chers séminaristes, permettez-moi de vous présenter une partie de mon travail intitulée « Purification d'une alpha-glycosidase produite par une souche d'archée hyperthermophile appartenant au genre Pyrococcus ». La souche en question a été identifiée selon le séquençage d'ARN 16S et l'analyse des lipides membranaires. Bon, je rappelle que ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire de microbiologie appliquée de l'université de Béjaïa sous la direction du professeur M. Benalawa. Donc, en guise d'introduction, je dirais que la découverte des micro-organismes insolites, c'est-à-dire ayant la caractéristique prokaryote, mais divergeant profondément par leur structure des bactéries jusqu'alors connues, a conduit l'Américain Carl Woese en 1977 à introduire un nouveau statut pour ces micro-organismes qu'il nomma archée. Donc ce nouveau domaine est divisé en plusieurs groupes. Donc citons le groupe des hyperthermophiles qui produisent des enzymes thermostables intéressant une multitude d'industries agroalimentaires. Donc au niveau de l'industrie agroalimentaire, spécialement l'industrie amidonnière, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est qu'en fait, la transformation donc, de l'amidon s'opère en deux étapes. Une première étape dite de liquéfaction qui s'opère à 100 et fait intervenir une alpha-amylase thermostable. Une deuxième étape dite de saccharification qui fait intervenir une alpha-glucosidase qui opère à 60 et un pH acide. Donc le premier problème, c'est qu'il faut ajuster donc, et refroidir le milieu. Deuxième problème, c'est que cette alpha-glycosidase n'est pas naturellement thermostable. On lui ajoute du calcium, donc d'où la nécessité de désioniser. Donc ces deux problèmes-là, majeurs, engendrent des problèmes de surcoût pour l'industriel. C'est pour ça qu'il est important de rechercher une alpha-glycosidase thermostable, c'est-à-dire qui opère entre 80 et 100, et surtout active à un pH de 6 à 7, afin que les deux étapes de transformation puissent s'accomplir en continu. Ça, c'est la problématique. Donc, concernant donc, notre travail, donc, l'extraction de l'alpha-glycosidase thermostable a été réalisée comme suit. Donc, la production de l'enzyme se fait à partir de 10 litres du milieu 22-16S, additionné de maltose. Ce dernier est filtré, puis centrifugé à 8 G pendant 10 minutes. Donc, on récupère donc, le surnageant, donc, qui est concentré à 400 ml. Donc, ce concentré fait l'objet d'une chromatographie sur couche mince afin de révéler l'existence d'une éventuelle alpha-glycosidase.
Le dosage de l'activité alpha glycosidique se fait dans un mélange réactionnel contenant du maltose comme substrat et les protéines totales sont dosées sur la méthode classique de M. Bradford. Donc après concentration, on réalise une précipitation au sulfate d'ammonium à 80% de saturation. Le mélange est centrifugé, puis le kilo est repris dans du tampon tris-HCl et il est dessalé par une simple dialyse contre le même tampon. La purification de l'enzyme débute donc par une désionisation sur gel de Cefadex G25, suivi d'une émission sur chromatographie changeuse de cation sur CMC, carboxyméthylcellulose, et la désorption de l'enzyme se fait grâce à un gradient discontinu par palier, donc de 0 à 0,5 molaire. Les fractions actives subissent un deuxième dessalage sur gel de Cefadex G25 et font l'objet d'une chromatographie d'exclusion sur Cefadex G100, sur laquelle aussi on réalise une première estimation du poids moléculaire. Sur l'électrophorèse native à base de gel de polyacrylamide à 7% d'acrylamide, on réalise une deuxième estimation du poids moléculaire et on teste l'activité. En parallèle, on réalise une SDS page, et on réalise une troisième estimation du poids moléculaire et on voit aussi le nombre de sous-unités constitutives. Les résultats que nous avons obtenus concernant le travail d'extraction, nous avons obtenu un extrait brut ayant une activité spécifique de 1,64 unités par milligramme. On a remarqué que l'étape de dialyse ne modifiait que très faiblement l'activité spécifique, ce qui signifiait que notre enzyme n'était pas celle dépendante. Les résultats des produits d'analyse sur CCM ont montré que le maltose est bel et bien dégradé en glucose, ce qui met en évidence la présence d'une alpha-glycosidase. Le profil d'émission de l'enzyme après chromatographie sur gel de Cefadex G25 montre que l'enzyme s'élit dans le volume mort entre la fraction 3 et 22. À ce niveau, l'activité spécifique est estimée à 2,37 unités par milligramme. Le profil d'élution de l'enzyme après chromatographie sur CMC montre que l'enzyme s'élue graduellement dans 4 pics de pureté. À ce niveau, l'activité spécifique est très élevée. Elle est estimée à 20 unités par milligramme. Le profil d'élution sur chromatographie d'exclusion montre que l'enzyme s'élue au niveau d'un seul pic de pureté situé entre la fraction 50 et 75. À ce niveau, l'activité spécifique est de 27,14 unités par milligramme. L'étude de l'analyse électrophorétique sur gel de polyacrylamide native révèle l'existence d'une seule bande protéique ayant un poids moléculaire proche de celle de la BSA. Il est estimé à 60 kg Dalton. Le profil électrophorétique de l'enzyme sur SDS page montre que l'enzyme possède un poids moléculaire de 51 kg Dalton. On a remarqué aussi la formation d'un complexe de migration de 10 kg Dalton. Les différentes étapes de purification ont abouti à ce tableau-là. Alors, on a remarqué que les protéines, que la quantité des protéines totales diminuait de 0,14 à 0,058 mg par millilitre, alors que l'activité spécifique augmente de 1,64 à 44,82 unités par milligramme, ce qui est indice de pureté de notre enzyme, fois un facteur de 27,33. Cependant, le rendement est très bas, il est estimé à 1,4%. L'étude de l'effet de la température montre que l'enzyme possède donc une température optimale à 85 degrés et 90 degrés Celsius. Elle est active à un pH optimum de 6,5. Elle est bel et bien thermostable, elle possède des temps de thermostabilité très intéressants, estimés à 5,2 heures à 85 degrés Celsius, 6,1 heures à 95 degrés Celsius et de 2,87 heures à 100 degrés Celsius. Donc, pour conclure, je rappelle que l'extraction de l'enzyme a abouti à un extrait ayant une activité de 1,64 unités par milligramme. Le dessalage a montré que l'enzyme s'élue au niveau du volume mort.
La chromatographie sur CMC montre que l'enzyme s'élit graduellement dans 60 ml. La chromate d'exclusion a montré que l'activité est observée au niveau d'un seul pic de pureté. Et l'analyse sur la PAGE a révélé l'existence d'une seule bombe protéique ayant une activité de 44,82 unités par milligramme. Le poids moléculaire de l'enzyme est estimé à 77,6 kDa sur chromate d'exclusion, 60 sur électrophorèse native et 51 sur électrophorèse dénaturante. L'enzyme a un pH optimum, une température optimale de 6,5 85 à 90 degrés Celsius. Elle est thermostable. Elle possède des temps de demi-vie donc de 6,1 heures à 85, 5,2 heures à 95 et de 2,87 heures à 100 degrés. Merci pour votre attention.